France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Christelle Rebière. Bonsoir Wang Bing. Ni hao. Le bruit que l'on entend, c'est l'ambiance dans laquelle nous plonge votre film documentaire baptisé Jeunesse et qui va sortir en salle ce mercredi. Vous nous proposez une immersion durant 3h35 dans de petits ateliers textiles dans la ville de Zili, située à 150 km de Shanghai. Qu'est-ce que ce bruit raconte ? Ce sont les jeunes que j'ai tournés dans ce bourg de Zili qui sont au travail, dont j'ai eu envie de faire un documentaire. Ça sera un documentaire en 3 parties. La première partie s'appelle Printemps et ce sont leur univers au travail. Mais dans cette première partie, je m'attache essentiellement à les filmer dans leur vie, dans leur intimité, dans leurs relations amoureuses même. Et j'ai envie de mettre en avant les sentiments de cette jeunesse. On va y venir, mais je voudrais revenir sur ce bruit de machine à coudre qui nous suit, nous, les spectateurs, durant tout votre film. Il nous dérange, il nous agace parfois, il nous fatigue, il devient de plus en plus pesant. Et ce que vous vouliez, c'était un effet immersif pour nous en train de regarder votre film ? Moi, ce qui m'importe, c'est de capter l'ambiance réelle. Et ces jeunes, alors que ce soit au niveau des bruits d'environnement, de la musique que les jeunes vont écouter de temps en temps, il faut bien comprendre que de 8h du matin à 23h, ils sont dans ce lieu et que justement, ce qu'on entend en permanence, c'est le bruit des machines, puisqu'ils sont payés aussi, c'est lié au fait qu'ils sont payés à la pièce. Et donc, ce qui ressort, c'est vraiment ce rythme extrêmement rapide qui les lie aussi au rythme des machines. Et tout tourne ensemble. Alors, il y a une unité de lieu, vous le disiez, on travaille, on vit, on dort dans ces grands bâtiments en béton sans âme. Il n'y a pas quelque chose de carcéral ? Bien sûr, carcéral dans le sens de extrêmement étroit. En tout cas, là, on n'a pas de place pour se retourner. L'espace est construit de cette façon. C'est au rez-de-chaussée, c'est là où se font les tractations, le commerce. Au 2e étage, c'est la production. Et au 3e étage, c'est leur lieu de vie. Leur quotidien, leur vie est restreint dans cet univers, dans cet espace-là. Quand on regarde Printemps, nous, avec nos yeux d'occidentaux, on a l'impression de se retrouver en pleine révolution industrielle au 19e siècle. On parlait de cette unité de lieu, de cette unité de temps dans ces immeubles où, vous nous le disiez, tout se passe finalement entre le rez-de-chaussée et le 2e étage. On a l'impression que rien ne bouge, que le système est englué dans un autre âge. C'est vrai ou c'est notre regard qui nous guide vers cette impression ? La réalité de ce que j'ai filmé, c'est la différence avec autrefois, c'est que au niveau sur le plan de l'accession pour ces jeunes à une meilleure qualité de vie, la plupart sont issus de la campagne et donc même si c'est vraiment au prix de leur sueur et de beaucoup d'efforts, ils arrivent malgré tout à atteindre un peu plus d'indépendance et ils sont, même si les salaires sont très bas, au moins ils ont un minimum. Concernant l'avenir, est-ce que les choses sont engluées, le système est englué, la vie de ces gens, de quoi elle sera faite à l'avenir? C'est une question qui reste ouverte. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, c'est plutôt en termes d'arriver à maintenir quelque chose qui n'est déjà pas si mal. On peut un peu commencer à se décontracter. Bien sûr, tout le monde espère que les choses vont évoluer dans le bon sens et avoir de plus en plus d'assurance, de sécurité et d'œuvrer pour cela. Mais disons qu'au jour d'aujourd'hui, c'est déjà pas mal de sentir qu'il y a certaines stabilités, équilibres qu'on arrive à préserver. Alors votre film s'appelle Jeunesse, Wang Bing, et on les suit, ces jeunes, grâce à vous, au plus près. Ils ont entre 16 ans et 28 ans. On les suit avec des plans séquences. Il n'y a pas d'interview posée. C'est un travail impressionniste par petites touches. Vous les avez filmés durant 5 ans. De quelle manière les avez-vous approchés ?
En fin de compte, c'est en 2014, je travaillais dans la province du Yunnan, que j'ai rencontré certains de ces jeunes qui étaient originaires de la province du Yunnan et qui s'apprêtaient à partir travailler en tant qu'ouvriers dans les ateliers textiles de la région du Zhejiang et de ce bourg de Zheli. Je ne savais strictement rien, je connaissais pas du tout cette région de Chine, du sud de la Chine, et donc c'est en arrivant dans le bourg de Zheli que j'ai découvert cet univers qu'on voit dans le film. Bien sûr, tout de suite, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est de voir ces jeunes qui, l'intensité du travail, qui travaillent du matin au soir, comme ça, le nombre d'ouvriers qui travaillent dans ces petits ateliers textiles. Et je me suis dit, il faut absolument en faire un documentaire. Et bien sûr, j'ai aussi rapidement compris à quel point cet univers et ce que je pouvais filmer d'eux était, disons, c'était quelque chose de concret, de vraiment complètement concret de la Chine actuelle. Et donc, c'était important pour moi de m'immerger et pouvoir réaliser un documentaire sur eux. Alors on les voit travailler beaucoup, on les voit vivre. Ils vivent dans des conditions assez insalubres, hein. Les dortoirs sont pleins d'humidité, ils vivent un peu les uns sur les autres. Et puis, il y a l'amour. Et ça, on sent que c'est quelque chose d'important pour vous. Parce que ces ateliers, évidemment, sont mixtes. Et ils se cherchent, ces jeunes. Je vous propose d'écouter un extrait. Voilà, on les entend, ils rient ensemble, ils se taquinent, ils se touchent, ils jouent. Il y a beaucoup de scènes de marivaudage, comme on dit chez nous. Comment avez-vous pu faire oublier votre caméra à ce moment-là ? Dans ma façon de tourner, j'étais toujours, c'est un peu le type de présence que j'ai toujours, c'est-à-dire de me faire le plus petit possible, d'être le plus calme, le plus tranquille, et je ne m'immisce jamais dans leurs discussions pendant le tournage. Mais ça n'empêche qu'en dehors des moments où je tourne, je passe beaucoup de temps à discuter avec eux, on prend des repas ensemble, on s'amuse, on fait... Donc, mais d'une façon générale, tout le temps que j'ai passé dans le bourg de Zheli avec eux, j'étais dans une proximité très intense avec eux. Donc cette intimité que vous avez nouée avec eux, elle était indispensable pour votre film ? C'est la façon dont je conçois mon travail en tant que documentariste et pour moi c'est important à chaque film de pouvoir vraiment qu'on sente comment je conçois mon travail de documentariste qui est vraiment totalement, bien sûr, déjà le documentaire en lui-même est à l'opposé de la fiction, mais en plus dans la façon dont moi je le conçois, dans le sens où jamais je ne permettrais d'organiser quoi que ce soit. Je suis là à suivre les gens que je filme, et donc suivre, ça veut dire aussi être prêt à tout ce qui est susceptible de se passer dans ce temps, et les bouleversements et les changements soudains. Et pour pouvoir vraiment capter cette réalité et ne pas l'influencer, ça implique d'être immergé sur un très long temps parmi eux, et pour au final pouvoir obtenir cette liberté et ce naturel dans le récit du film. Et il y a cette scène où une jeune femme enceinte de 2 mois n'est plus assez productive, alors on va lui demander d'avorter. On a l'impression parfois que ces jeunes sont pris en étau entre ce capitalisme forcené et le poids de la famille, le poids des traditions. C'est surtout finalement un problème de sécurité sociale. Il se trouve que ces jeunes qui viennent travailler dans cet endroit, il y a le sujet qui est très présent de l'avenir de la famille, du fait qu'ils laissent derrière eux une famille à la campagne. Quand il s'agit d'un seul enfant et que c'est une femme, il faut aussi se rendre compte que si elle est loin, comment elle va faire avec cet enfant. Très vite, on se rend compte qu'il y a un problème. Finalement, il faut pour une jeune fille qu'elle puisse choisir son compagnon, et que là, elle est tombée amoureuse visiblement du compagnon qui ne sera pas idéal au niveau de sa sécurité sociale et de la prise en charge de la famille, parce que qui va s'occuper des personnes âgées de la famille? Et c'est aussi le même problème pour ce jeune homme, s'il se retrouve seul, où est-ce qu'ils vont aller vivre s'il se marie? Lui aussi, il doit pouvoir subvenir aux besoins de la famille, s'occuper des personnes âgées. Donc, toutes ces problématiques liées font qu'au final, la solution, c'était l'avortement.
Alors, on l'entend, la famille reste un élément central pour ces jeunes, mais est-ce qu'ils ont les mêmes rêves que leurs parents aujourd'hui ? À quoi rêvent les jeunes chinois aujourd'hui que vous avez suivis dans ces ateliers ? Leur rêve à eux, c'est d'être à même de réussir à gagner suffisamment d'argent pour vivre et non pas faire de l'argent dans le sens où gagner le maximum d'argent. Ça, ce n'est pas ça, mais vraiment, c'est à la fois ce à quoi ils s'attachent, mais c'est finalement aussi leur rêve de gagner suffisamment d'argent pour continuer à vivre. Est-ce que cette jeunesse peut se révolter comme celle de Tiananmen, par exemple ? On a l'impression que non. Je ne sais pas, ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai observé, ce que je sais, c'est que l'individu fait son maximum pour essayer d'améliorer son quotidien et dans une réalité, un univers restreint. Et puis, il y a les patrons. Alors, on est dans de petits ateliers. Les ouvriers négocient les tarifs de chaque pièce à réaliser en fonction de la difficulté du travail, de la précision qu'il faut y apporter. Les patrons cherchent à les payer le moins possible et à chaque fois, il faut aller le voir. Et ça ne se passe pas bien. En général, on écoute un extrait. Voilà, il leur dit « c'est moi le patron et vous me donnez des ordres ». Ensuite, il les traite de poules mouillées. Il leur dit « vous avez quoi dans la tête ? Vous êtes une bande de débiles, complètement idiots. Et si vous voulez plus travailler, j'en trouverai d'autres ». Alors, il y a plusieurs scènes de ce type dans votre documentaire Jeunesse. Comment avez-vous convaincu les patrons de vous laisser filmer une scène qui n'est pas forcément à leur avantage quand même ? Il se trouve qu'on était déjà là depuis suffisamment longtemps pour avoir établi des liens privilégiés avec tout le monde, y compris avec les patrons. Et donc, ils avaient l'habitude de me voir tourner. Et bon, quand il y a des scènes comme ça, des moments plus intenses de discussion, parfois de disputes, arrivaient, j'ai continué à filmer. Ça n'a jamais posé de problème. Après, vu le nombre de rushs que j'ai pour ce film, et des scènes comme celle-là sont nombreuses. Wang Bing, vous êtes l'un des plus grands documentaristes chinois de ce début du XXIe siècle. Vous avez le droit de filmer formellement dans votre pays ou vous êtes juste toléré par les autorités ? Je ne bénéficie pas d'une liberté totale. C'est pour ça que souvent je filme dans des univers très précis, très conscrits, et que c'est grâce aux liens que j'établis avec les gens que je vais filmer que entre nous, il y a une entente qui fait que je peux filmer librement, mais c'est pas au-delà. Donc vous filmez en Chine, mais vous êtes diffusé sur les écrans ailleurs dans le monde. Jeunesse, c'est la première partie d'une trilogie. Où en êtes-vous de la suite ? Jusqu'où allez-vous suivre vos jeunes personnages ? Je viens juste de terminer, puisqu'il y aura une deuxième partie, une troisième partie. Donc là, je suis en train de terminer la deuxième partie. La troisième partie est déjà terminée. Bien sûr, en tant que documentariste, en Chine, je ne suis pas complètement libre de tourner ce que je voudrais. Et donc, ça implique pour moi, à chaque fois que je mets en place un nouveau projet, de m'arranger, de trouver une solution, de trouver les solutions à chaque projet. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis tournée plus vers le documentaire, qui est plus facile quand on compare à des films de fiction. Et pareil, concernant l'avenir, est-ce que ce sera plus simple à l'avenir ? Ça, je ne sais pas. Merci Wang Bing d'être passé par France Inter. Et je rappelle que votre documentaire Jeunesse sera en salle ce mercredi. Le 18-20. Christelle Rebière sur France Inter. La suite ce soir nous emmène au Kosovo qui se rapproche symboliquement de l'Europe. Depuis hier, plus besoin de visa pour circuler dans l'Union. Pour aller jusqu'à 19h, la bande de ce mardi. Corinne Audouin qui est allée pêcher l'actualité passée sous les radars. Avec peut-être, on espère, une bonne nouvelle en Islande vers la fin de la chasse à la baleine en 2024. Le Monde à 18h50. Bonsoir Christian Chesneau. Bonsoir. Vous vous intéressez à l'Iran qui tisse soigneusement sa toile. Oui, et qui accélère son programme nucléaire aux grandes dames des Occidentaux. Caroline Gillet, Caroline au pays des 27, c'est-à-dire de l'Europe et de ses institutions, avec une nouvelle rencontre.
Parmi ceux qui travaillent pour l'Europe, il y a des épidémiologistes, et notamment toute une série d'entre eux qui travaillent à Stockholm, à l'ECDC. A tout de suite, en attendant un peu de douceur avec la chanteuse nippo-américaine Mitski et son titre devenu un succès mondial via TikTok, My Love, Mine, All Mine. Nous sommes au Kosovo où les habitants depuis hier n'ont plus besoin de visa pour voyager dans l'espace Schengen. Fini les heures d'attente et les démarches compliquées pour espérer obtenir un visa de quelques jours ou de quelques semaines pour l'Union européenne. Cette libéralisation des visas était promise depuis 8 ans par les dirigeants européens et elle était attendue avec impatience par la jeune société kosovare. Il faut dire que là-bas, plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. Les jeunes se sentent à l'étroit. Ils ont hâte de découvrir le reste du continent. Un reportage à Pristina de Louis Seyé. Comme la plupart des Kosovars, Blend a compté les jours et les semaines avant ce 1er janvier. Pour ce lycéen de Pristina, la capitale, le passage à 2024 est avant tout synonyme d'une toute nouvelle liberté de circulation. C'est un super changement pour le Kosovo et surtout pour nous, les jeunes. Cette libéralisation des visas, ça nous donne enfin la possibilité de voir de nouveaux pays, des nouvelles cultures, d'autres styles de vie. Dans les prochaines semaines, Blend et ses amis prévoient de visiter la France ou de rendre visite à leur famille en Suisse. Des voyages dans l'espace Schengen pour lesquels les 1 800 000 Kosovars n'ont plus besoin de visa. Fini les démarches longues et fastidieuses qui leur coûtaient en moyenne 165 €, sans garantie de succès. Aujourd'hui, les Kosovars peuvent enfin voyager librement en Europe, plus de 10 ans après leurs voisins des Balkans. Ouves, 17 ans. On se sentait comme dans un pays isolé parce qu'on nous refusait cette liberté de circuler, alors que géographiquement, on est un pays complètement européen. Moi, jusque-là, je n'ai voyagé que dans l'Europe du Sud-Est, dans les pays voisins pour lesquels on n'avait pas besoin de visa. La Serbie, l'Albanie, la Macédoine du Nord et le Monténégro. Cette fin des visas, elle avait été recommandée déjà en 2016 par le Parlement européen. Le Kosovo répond depuis longtemps à toutes les exigences administratives, mais les blocages politiques ont repoussé cette ouverture. Et en premier lieu, le conflit avec la Serbie qui ne reconnaît toujours pas l'indépendance du pays. Pour Aïda, une étudiante de français de 23 ans, cette attente interminable a été vécue comme une injustice. On attendait toujours. Ils nous disaient après une année, après 2 ans, après. C'est plutôt la perte d'espoir et de confiance que ce sera effectué un jour. Pour nous, c'est vraiment, comme disent les Anglais, un big deal.
Dans un pays jeune, plus petit que l'Île-de-France, les promesses européennes non tenues ont créé une profonde frustration. Surtout qu'avec son drapeau bleu à étoiles blanches et son hymne appelé Europe, le Kosovo est un pays entièrement tourné vers le continent, mais qui se sent parfois tenu à l'écart. À 24 ans, Elsa se rend régulièrement dans le sud de la France, où vit une partie de sa famille. Bon, quand j'étais plus petite, quand j'allais en France, le Kosovo, ils pensaient que c'était en Afrique. Quand je leur disais qu'on a besoin de visa, donc ils disaient mais c'est parce que tu es situé en Afrique. J'ai dit non, c'est en Europe, géographiquement, mais c'est qu'on a toujours besoin de visa. Puis ils étaient toujours étonnés de voir justement à quel point il faut se préparer en avance et il faut dépenser tout un tas d'argent, tout un tas de paperasse. Dans une société où une personne sur deux a moins de 30 ans, beaucoup d'analystes annoncent un véritable exode. Au Kosovo, le salaire minimum est toujours en dessous de 300 € et la plupart des jeunes espèrent partir travailler en Allemagne. Mais pour Ron Ginovci, qui dirige une ONG dédiée à l'éducation, les départs à venir seront aussi accompagnés de nombreux retours au pays. Certains vont essayer de trouver du travail en partant comme touristes, mais ils vont rapidement réaliser que l'Europe n'est pas le paradis du travail qu'ils s'imaginent. Grâce à cette libéralisation des visas, beaucoup vont plus facilement trouver du travail légalement, notamment en Allemagne, qui recherche des infirmiers. Mais je pense qu'en général, ces départs seront accompagnés d'une vague de retour vers le Kosovo, car il y a de nouvelles opportunités ici. Alors que leur pays n'est toujours même pas reconnu comme candidat par l'Union européenne, les Kosovars savourent déjà cette ouverture tant attendue vers le reste de leur continent. Un reportage à Pristina signé Louis Seyé. L'actualité passée sous les radars, c'est avec Corinne Audouin. Et ce qu'on entend, Corinne, c'est l'agression ce matin du chef de l'opposition en Corée du Sud. Oui, il s'appelle Lee Jae-myung. Il était en visite dans la ville portuaire de Busan, entouré de journalistes, quand un homme se jette sur lui avec un couteau. Blessé légèrement au cou, il a été hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Alors, Lee Jae-myung, c'est le chef du Parti démocrate. Il avait perdu d'un cheveu la présidentielle de 2022 face au conservateur Yoon Suk-yeol. Son assaillant a été arrêté. On ignore ses motivations. À 59 ans, Lee est pressenti pour se présenter aussi à la prochaine présidentielle en 2027. Et son parcours est très particulier. Il était ouvrier dans une usine de gants dès l'âge de 11 ans. Handicapé par un accident du travail, il devient avocat, puis gouverneur de la province la plus peuplée du pays. Et parmi ses promesses de campagne, l'instauration d'un revenu universel minimum, la gratuité des uniformes scolaires. Mais sa campagne est aussi émaillée de scandales, de rumeurs, de liens avec la mafia. Il sera bientôt jugé pour des accusations de corruption. Autant de pistes possibles pour savoir qui a voulu tuer Lee Jae-myung. Peut-être une bonne nouvelle pour les amoureux des baleines, ce sont leurs chants que l'on entend. Ça se passe en Islande. Oui, c'est l'un des 3 derniers pays au monde, avec la Norvège et le Japon, à autoriser la chasse à la baleine. En 2023, les pêcheurs islandais en ont tué 24. Une pratique de plus en plus contestée par les protecteurs de la biodiversité. Et on ne sait pas si le ministre de la Pêche va donner de nouvelles autorisations pour cette année. L'été dernier, la pêche avait été suspendue 2 mois après des études sur la lente agonie des baleines tuées par des harpons explosifs. Petit à petit d'ailleurs, la population se fait à l'idée de renoncer à cette tradition ancestrale. Alors cette citoyenne islandaise qui s'appelle Thora Einarsdottir explique que le goût de la baleine aigre va lui manquer, mais elle comprend que la chasse à la baleine doit être limitée, comme, dit-elle, tout autre type de chasse. Et effectivement, je vous le disais, 51% des Islandais y sont désormais opposés. Il ne reste plus qu'une société de chasse à la baleine. Sa licence a expiré fin 2023 et elle ne compte pas la renouveler. Alors 2024, eh bien, ce sera peut-être la première année du reste d'une vie sans chasseur pour les baleines au large de l'Islande. Allez, on termine par un tour en Afrique du Sud pour rendre hommage au plus grand photographe de l'apartheid. Il s'appelait Peter Magubane. Il s'est éteint hier à l'âge de 91 ans après une vie incroyable, mêlant art, journalisme et combat politique. L'une de ses photos les plus connues date de 1956. On y voit une petite fille blanche, assise sur un banc où est écrit « Europeans only », européens seulement. Assise derrière elle, de l'autre côté du banc, sa nounou noire lui caresse tendrement les cheveux. Photographe noir qui documentait la violence de l'apartheid, Peter Magubane l'a vécu dans sa chair, harcelé, agressé, arrêté. Il a fait 1 an et demi de prison à l'isolement
Écoutez-le dans cette interview qui date de 2014. J'utilisais mon appareil photo comme une arme. J'étais prêt à mourir pour ma liberté. Personne ne pouvait m'empêcher de prendre des photos. Mes photos, c'était pour donner de la liberté à l'Afrique du Sud, à mon pays. Lui qui, pour ne pas se faire arrêter, cachait son appareil photo dans une miche de pain ou une brique de lait ou même une Bible, était devenu, c'est un comble, le photographe officiel de Nelson Mandela à sa libération en 90. La fin de l'apartheid, c'est aussi grâce à ces photos, le monde entier pouvait voir ce qui se passait, disait Peter Magubane. Je vous incite vraiment à aller voir ces photos sur Internet. Oui, c'est un témoignage pour l'histoire. Merci Corinne Audouin. On vous laisse partir avec les Specials en 1979. Ils avaient un message pour Rudy. Christelle Rebière. Le 18-20. Le Monde à 18h50 avec vous, Christian Chesneau, direction l'Iran. La République islamique pousse ses pions partout au Moyen-Orient et au-delà, de Gaza au Liban, en passant par l'Irak et le Yémen jusqu'en Ukraine. Son influence est grandissante, aux grandes dames des Occidentaux et d'Israël. Oui, Christelle, Américains, Européens, Israéliens ne cessent depuis des années de vouloir couper les ailes de l'Iran dans la région. Sanctions, frappes ciblées, condamnations sont censées faire plier la République islamique. Or, l'effet paradoxal de cette stratégie d'étouffement, c'est que non seulement Téhéran ne recule pas, mais étend partout la toile de son réseau tentaculaire. Plus inquiétant encore pour les Occidentaux, mais aussi pour Israël et les monarchies du Golfe, l'Iran relance son programme nucléaire. Son stock d'uranium enrichi à 60% a triplé en 2023 grâce à la mise en service de nouvelles centrifugeuses plus modernes. Alors à ce stade, rien ne semble pouvoir arrêter cette marche vers la bombe, même si les Iraniens n'ont pas franchi l'étape cruciale de la militarisation de l'uranium enrichi. Autre souci majeur pour les Occidentaux, l'alliance stratégique qui se resserre semaine après semaine entre l'Iran et la Russie. En échange de la fourniture massive de drones à Moscou, Téhéran espère recevoir en retour, en 2024, des bombardiers Sukhoi 35, dernière génération, ce qui serait une petite révolution pour l'armée de l'air iranienne qui est aujourd'hui quasiment inexistante. Et puis les alliés de Téhéran au Moyen-Orient se mobilisent et font parler les armes. Oui, dans la rhétorique de la République islamique, on appelle ces groupes armés l'axe de la résistance. Et aujourd'hui, tous ces maillons sont pleinement mobilisés, évidemment d'abord dans la bande de Gaza avec le Hamas qui au passage a fait capoter la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Au nord, le Hezbollah entretient la tension à la frontière libano-israélienne. Au sud, les rebelles yéménites, les Houthis, perturbent le trafic maritime en mer Rouge. À l'est, en Irak, les milices chiites pro-iraniennes harcèlent les intérêts américains. Un signe confirme cette influence grandissante de l'Iran chez son voisin irakien. Les partis chiites proches de Téhéran viennent de
remporté la majorité des sièges dans la plupart des gouvernorats lors des dernières élections provinciales de décembre dernier. Pour autant, Christian, l'Iran reste un pays paria qui évolue sur une corde raide. Oui, certes, Téhéran marque des points avec ses alliés, mais prend aussi des coups, notamment de la part d'Israël, qui a multiplié ces dernières années des attaques contre les savants nucléaires iraniens et contre des hauts responsables des gardiens de la révolution, la garde prétorienne du régime. Il y a quelques jours, l'État hébreu vient d'ailleurs d'éliminer d'une frappe en Syrie le général Razi Mousavi, un commandant de la force El-Quds, branche des opérations à l'étranger du régime. Et puis l'Iran est en état de survie. L'économie est asphyxiée par les sanctions. La jeunesse, les femmes sont toujours vent debout contre le régime, même si sa répression lui permet de maintenir le couvercle sur la société. Mais pour combien de temps encore ? Autant de fragilité bien réelle qui s'ajoute à celle d'un pouvoir vieillissant, concentré entre les mains du guide suprême Ali Khamenei, 84 ans, dont la succession est loin d'être réglée et dont dépendra sans doute la survie du régime. Merci Christian. France Inter. Le 18-20. Comme chaque mardi, c'est Caroline Gillet. Caroline au pays des 27. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Chaque semaine, vous nous emmenez donc dans les couloirs des institutions européennes pour proposer un panel de portraits de celles et ceux qui y travaillent. Et pour cette première chronique de l'année 2024, vous ouvrez la porte d'un bureau tout au nord. Oui, à Stockholm, en Suède. J'ai choisi d'ouvrir le bureau d'un travailleur de l'Union européenne avec un nom qui claque et qui donne envie de croire en 2024. Il est médecin et il s'appelle Julien Bauté. Je n'ai pas pu aller le rencontrer à Stockholm et Julien Bauté a gentiment accepté de m'envoyer des sons que j'aurais entendus si j'avais marché dans la neige, puis badgé pour entrer dans l'immeuble high-tech du quartier Solna, où se trouvent ses bureaux. Julien Bauté travaille, et là aussi c'est important, cette saison, on connaît tous quelqu'un qui a passé les fêtes au lit, il travaille au Centre européen de prévention et contrôle des maladies, l'ECDC. Et donc, pour nous accompagner tout au long de cette chronique, c'est facile mais c'est si bon, on écoute ACDC. De ma fenêtre, je vois la forêt. Comment ça se fait que vous êtes dans une forêt ? Le CDC a déménagé il y a quelques années, on était plus près du centre. Maintenant, on est en banlieue nord. Il y a déjà des forêts, donc un grand lac qui est en fait un bras de mer de la mer Baltique. Bon, si je baisse les yeux, c'est moins sympa parce qu'il y a l'autoroute qui mène à l'aéroport. Julien Bauté porte un joli pull bleu et quand je lui demande de se décrire, il dit... Un physique de top modèle. Selon lui, les gens ont beaucoup de mal à le situer. Il a des origines sénégalaises, martiniquaises et normandes. Et voilà ce que je lis sur l'agence européenne où il travaille. Le CDC a été mis sur pied en 2005, après la crise du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. Le SRAS qui, en gros, avait mis en lumière le besoin de plus de coordination au niveau européen, ce qu'on a encore vu pendant la pandémie, c'est-à-dire est-ce qu'on ferme les frontières, est-ce qu'on teste, on n'a pas forcément réussi ça encore une fois. Je lis donc, ces spécialistes à l'ECDC de l'Epidemic Intelligence assurent une veille sur 56 maladies transmissibles et auscultent chaque jour les médias, les réseaux sociaux et les sources médicales dans le monde entier à la recherche de morts suspectes dont on ne connaît pas l'origine. Et donc, par exemple, pour prendre un exemple très concret, aujourd'hui, vous avez travaillé sur quoi ? J'étais en train de faire une analyse sur la leptospirose, qui est une maladie bactérienne qui se transmet par l'urine contaminée, surtout de rongeurs. Donc, les gens qui travaillent dans les égouts sont par exemple à risque de leptospirose, mais aussi ceux qui pratiquent des sports extrêmes, je sais pas, où vous vous jetez dans des, je sais pas si ça vous plaît, mais de vous jeter dans des torrents. Il faut qu'il fasse assez chaud en général, donc plutôt en zone. Maintenant, il commence à faire chaud un peu partout. Julien Bauté fait de la santé publique. Je lis cette définition. Dans la plupart des cas, un médecin de santé publique n'exerce plus la médecine à l'échelle d'un individu, mais la médecine à grande échelle, celle d'une population. Je lui demande comment il a choisi cette filière. Longue famille de médecins, mon père avant moi, ses parents et les parents encore avant, donc sur plusieurs générations, il y avait beaucoup de médecins. J'ai bien aimé les études, mais j'étais pas fasciné par l'aspect très technique du métier, c'est-à-dire chirurgie, les actes. Je préférais la première partie, c'est-à-dire l'interrogatoire, le côté un petit peu détective. Quand on tape son nom, Julien Bauté, sur un moteur de recherche, on trouve essentiellement des articles liés à la pandémie de Covid.
À ce moment-là, il a été beaucoup interviewé et le CDC a d'ailleurs fonctionné sur un mode de crise pendant 2 ans pour tenter de répondre aux demandes. On se relayait pour travailler aussi le week-end, tard le soir et tôt le matin. Moi, j'avais un peu choisi santé publique pour arrêter les gardes, donc c'était une mauvaise nouvelle. Donc c'était très intense, très intéressant parce que c'était un moment où vraiment on devait couvrir tous les aspects. Je suis pas microbiologiste, je suis pas un spécialiste de l'hygiène et de contrôle hospitalier, etc. Mais tout au début, il fallait vraiment qu'on couvre tout. Je lui demande ce qu'il a retenu de cette période. Il dit que les Européens ont appris l'humilité et que ça a été fou d'observer la bulle médiatique et les réseaux sociaux pendant ces années-là. Donc il y avait une compétition sur le marché de l'information qui était incroyable. C'est un peu comme une discussion sur la composition d'une équipe de foot. C'est la même chose. En gros, tout le monde avait un avis sur ce qu'il fallait faire pour contrôler ou prévenir la maladie. Ce qui peut être assez frustrant, d'autant que pour ceux qui y passent du temps, en général, c'est pas des réponses binaires, c'est des réponses un peu grises qui sont pas très attractives et probablement en plus qui sont pas valables partout. Donc c'est assez frustrant. Et je vous souhaite à vous qui nous écoutez le moins de frustration possible en 2024. Et merci Caroline, on y travaille effectivement et je vous confirme, c'est plutôt bien parti. À mardi prochain, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef du 18-20, ce soir on s'intéresse à un serpent de mer, le plein emploi, et on aimerait bien savoir si on va enfin l'atteindre. C'est surtout une ligne d'horizon, une belle perspective, mais qu'on n'atteint jamais. 7,4% de chômeurs actuellement. Le plein emploi, grosso modo, c'est 5%. Voilà le défi. Pierre de Guadeloupe, j'ai une solution. J'aimerais que les industriels qui utilisent des robots soient obligés de payer des charges. Il faut qu'ils paient les charges sociales des gens qu'ils remplacent par les robots. Vincent de Montpellier, entrepreneur, je pense qu'il est impossible qu'on ait le plein emploi car on a le code du travail le plus compliqué du monde. Un seul numéro, 01 45 24 7000 au téléphone ou sur WhatsApp. À tout de suite.